Bonjour et bienvenue à ce Télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Ce télésommet a pour objectif de vous faire découvrir différentes façons de percevoir, de penser et d'exercer la gestion qui soient rassembleuses, stimulantes, valorisantes, propices à l'amélioration continue et à l'innovation et qui permettent de résoudre des situations complexes et de bâtir ensemble un avenir durable et responsable. Je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée, consultante en développement et transformation des organisations, coach et facilitatrice de groupes de co-développement professionnel et d'apprentissage dans l'action. Je suis aussi auteure du livre La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains, paru aux éditions JFD en 2016 et préfacé par Céline Bareil, professeure titulaire à HEC Montréal. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous faire découvrir un de nos invités du Télésommet 2017. Je vous souhaite un très bon visionnement. Aujourd'hui, il me fait grand plaisir d'accueillir M. Denis Christol. Bonjour, Denis. Bonjour Marie. Comment vas-tu? Moi je suis très heureux d'être avec toi, c'est sympa. Bien, Denis est coach, spécialiste du management et des ressources humaines. Il est directeur de l'ingénierie et des dispositifs de formation du CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, un établissement public français à caractère administratif qui intervient dans la gestion de la fonction publique territoriale. Exactement. Il est docteur en sciences de l'éducation. Il mène actuellement des recherches avec le CREF de Paris-Ouest Nanterre sur les apprentissages informels et la formation des managers et des leaders. Il est membre du comité scientifique de la revue Savoir et a participé à la rédaction de plusieurs ouvrages sur le management, son enseignement et son apprentissage. Il a rédigé une centaine d'articles dans différentes revues académiques et professionnelles. Il est co-auteur avec Céline Joly du livre Management et intelligence collective, 60 méthodes et exercices. Apparaître bientôt d'ailleurs à la fin mai 2017 chez ESF Éditeur. Dans le cadre de cet entretien de 20 à 30 minutes, Denis nous parlera d'intelligence collective et de ses bénéfices. Comment elle se forme? Quelles en sont les pratiques, les postures particulières? Nous distinguerons aussi le rôle de facilitateur de celui de coach et de formateur. Enfin, Denis nous fera part de ses aspirations pour l'avenir. Denis, alors, avant de commencer notre entrevue, est-ce que tu pourrais compléter ton parcours professionnel? Écoute, oui, c'est exactement ça. Moi je suis passionné de formation des adultes et fasciné par le pouvoir d'émancipation que la formation a. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est essayer d'aider les gestionnaires, les managers, les leaders à développer des postures plus collaboratives pour embarquer le plus possible les équipes et faire en sorte que chacun contribue à la hauteur de son pouvoir, de son imagination, de ses compétences à la transformation des entreprises et des administrations. Donc voilà, ça c'est une question de passion. Et puis comme tu le disais, je suis chercheur, j'ai un pied dans la recherche et un pied dans l'action dans un important organisme de formation qui est en train de se transformer littéralement et pour lequel l'intelligence collective est indispensable. Et qui est, si je comprends bien, la CNFPT? Alors, le CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale française. Oui. C'est un organisme qui est composé de 2300 collaborateurs, dont 600 conseillers formation. Nous avons 17 000 intervenants qui travaillent régulièrement pour nous. Et puis, nous formons tous les ans 1 million de personnes. Donc, c'est des chiffres très importants. Ma mission dans cet organisme, c'est d'essayer d'apporter de nouvelles pratiques et méthodes pédagogiques pour aider à la transformation des territoires, aider à se mettre au service du bien commun. Donc, c'est vraiment des missions complètement passionnantes. Et actuellement, c'est la transformation numérique des pratiques, je dirais une transformation également sociétale que nous devons accompagner sur les territoires, qui occupe énormément de mon énergie et de mes réflexions. Et ça comporte combien de managers?
Alors, des managers, on doit être sur les 2300, on doit avoir 300 managers peut-être, hein, qui sont à différents niveaux, des directeurs régionaux, des directeurs formation, des directeurs spécialisés au siège et puis des responsables d'antenne, puisque nous sommes sur tout le territoire français, mais également présents partout dans le monde ou partout où est représentée la France. Hmm, c'est bien. Dis-moi, tu viens d'écrire un ouvrage, L'intelligence collective. Comment tu abordes la question comme telle? Ouais, ça me fait vraiment plaisir de t'en parler à toi, Marie, parce que Hmm. cet ouvrage est né d'un voyage que j'ai mené au Québec il y Ah oui. a, il y a 2 ans. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de ce voyage. J'ai eu l'occasion d'être accueilli par Jean-François Roussel, hein, un mois de février. Il faisait -20 à l'aéroport. Et j'ai eu un accueil très chaleureux. Et bon, j'ai trouvé cette expérience fascinante. J'ai rencontré, je connaissais personne, mais j'étais vraiment très bien accueilli. J'ai rencontré une cinquantaine de dirigeants ou d'animateurs de communautés d'apprentissage. C'était l'objectif de mon voyage. J'ai pu rencontrer des gens qui travaillaient sur le co-développement. Hein. J'ai pu croiser Champagne et Paillettes. Hein. En France, pour nous, c'est important parce qu'on suit leurs travaux. Pour nous aussi, pour nous aussi. J'ai eu l'occasion c'est vraiment le hasard, mais c'était sympathique. Et puis, de ce voyage est née l'envie de partager parce que encore une fois, la haute qualité relationnelle que j'ai reçue m'a vraiment touché. Et Hmm. ce qui me semblait faire la différence, c'était cette capacité de mutualiser, de partager, d'accueillir. Hmm. Et tous les coachs, les dirigeants, les managers que j'ai rencontrés m'ont donné cette idée-là. Donc, j'ai rédigé l'ouvrage quand j'étais un ouvrage, pardon, quand j'étais au Québec qui était sur les communautés d'apprentissage. Et puis j'ai eu envie de poursuivre. Et c'est pourquoi, avec une collègue, Cécile Joly, eh bien, on a travaillé sur une partie plutôt méthodologique. Hein. L'ouvrage sur les communautés d'apprentissage décrivait tout ce que j'avais pu comprendre de ces processus-là. Et puis, l'idée était d'implanter ces pratiques dans mon institution et donc de les théoriser, de les rédiger, d'en faire quelque chose de très opérationnel pour les gestionnaires, les coachs, les consultants et les facilitateurs ou facilitateurs. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple pratique des bénéfices de l'intelligence collective chez vous? Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on déploie pour aider à la transformation de notre administration. Donc, Cécile et ma collègue, hein, les directrices de la mission innovation publique collaborative, et ensemble, nous aidons des réseaux à créer des événements, à créer des processus d'apprentissage. On se- on s'appuie beaucoup sur la théorie U d'Otto Scharmer et puis les travaux de Peter Senge. On Mhm. s'inspire aussi beaucoup des travaux de SOL, hein, Society of Organizational Learning, qui est très présent en France, mais également au Québec. On travaille beaucoup avec des approches de type Art of Hosting, qui nous Mhm. aident. Et à partir de ces approches théoriques, hein, de ces ancrages, on développe des événements, des transformations de pratiques. Ce qui nous permet, par exemple, eh bien, d'aider des équipes à devenir de plus en plus agiles, et d'être en capacité d'organiser des événements très très rapidement. Le dernier événement qu'on a organisé réunissant 350 personnes a été organisé en un peu moins de 2 mois, ce qui n'est pas si facile puisqu'il s'agissait d'un événement justement pour mobiliser tous les collègues sur les nouvelles pratiques numériques et commencer à hybrider notre offre de formation, c'est-à-dire y apporter de la formation à distance. Et ça n'aurait pas été possible si des méthodes d'intelligence collective n'avaient pas été mises au service des équipes pour s'ajuster, pour rapidement se coordonner, pour prendre des responsabilités et s'engager chacune à la mesure de ses envies. Donc voilà, ça c'est des exemples, c'est de l'accélération de collectifs dans la capacité à être opérationnel, c'est de la capacité à prendre en compte des différences, hein, de passer de logique de décision un petit peu hiérarchique à des décisions par consentement. Donc on Mhm. s'accorde
sur comment on va faire ensemble. On essaye d'enlever les arguments négatifs et de construire du consentement. Je préfère le mot consentement à consensus, où consensus, on a l'impression que tout le monde est d'accord. Consentement, ça veut dire qu'on sait qu'il y a des divergences, mais on fait avec et elles sont conscientisées. Et cette capacité-là, ça permet véritablement de transformer nos approches pédagogiques. Là, actuellement, on travaille sur ce qu'on appelle une pédagogie des défis. Et donc, dans cette pédagogie des défis, on passe de logiques où on veut former des gens à des logiques où ils construisent eux-mêmes leurs propres connaissances pour répondre à des problèmes très concrets, très opérationnels. Donc, on est en train, avec des méthodes d'intelligence collective, par exemple, de créer une université d'innovation. Donc, une université d'été d'innovation. Et là, on crée des collectifs pour préparer des défis très opérationnels. Par exemple, création de start-up territoriales, lutter sur des territoires pour qu'on ait 0 chômeur de longue durée ou travailler à ce que des familles fabriquent de l'énergie. Donc, c'est des choses très, très concrètes. Et donc, on est en train de renverser les approches formation où on part de besoins un peu abstraits à des choses qui sont très ancrées sur des territoires et qui visent à changer un petit peu le réel de territoire, de collectivité. Donc, c'est une façon de les former à l'intelligence collective que d'employer ces pratiques-là. C'est dans l'action, c'est tout à fait dans l'action. Et donc, c'est des formations-actions qu'on bâtit, c'est des réseaux qu'on sensibilise. Donc, on développe de nombreuses méthodes dont il est question dans l'ouvrage pour passer de questions à des questions puissantes qui transforment, pour amener, on travaille beaucoup le rêve, la projection dans le futur comme un levier de génération d'envie, de plaisir d'agir. On travaille aussi beaucoup de méthodes avec la dimension corporelle, c'est-à-dire que tout notre corps est mobilisé, on essaye de se mettre en rythme, d'avoir ce sentiment d'unité. Il y a également une dimension numérique qui est très fortement utilisée comme levier, comme moyen d'accélérer les échanges, de soutenir des gens de façon isolée. Donc on crée des séries de webconférences pour que des innovateurs témoignent, puissent donner envie. Et ça nous aide pour passer à l'échelle, faire en sorte que les bonnes idées soient copiées, se répandent. Donc l'intelligence collective, c'est miser beaucoup plus sur le communityship que sur le leadership. On encourage chaque initiative, chaque personne à montrer comment il a développé son énergie pour ça. Et est-ce que, selon toi, il y a des pratiques ou des postures qui sont particulières à la personne qui veut faciliter ou du moins qui veut participer à des pratiques d'intelligence collective comme ça? Alors, bon, l'intelligence collective, c'est pas nouveau. Je prétends pas, et on prétend pas avec ma collègue Cécile à être des inventeurs de méthodes. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est à chaque fois qu'on met en place des événements, il y a parfois des événements où on réunit 1400 personnes, 600 personnes, 300 personnes. Donc, à chaque fois, on utilise une variété d'approches, mais ces approches ne sont rien sans l'intention qui est portée par un collectif. Donc, on passe beaucoup de temps à mobiliser ces collectifs, faire en sorte qu'on crée une véritable équipe apprenante et qu'on ait du plaisir à se retrouver. Et on ne fonctionne bien ensemble que lorsque chacun trouve sa place, trouve son rôle, que sa parole est écoutée. Donc on passe du temps à se connaître, à se faire confiance. Et cette posture-là, elle se crée petit à petit, progressivement. On intègre dans chacune de nos rencontres, de ces groupes de préparation, des méthodes pour partager des émotions, partager nos états internes, partager nos silences. Ça, c'est des moments qu'on partage. Faire de la méditation pleine conscience où simplement on déguste ensemble un carré de chocolat et puis on se dit qu'est-ce que c'était puissant que de manger un carré de chocolat, de vivre simplement des choses, vraiment très très simplement. Et c'est un peu banal ce que je dis, mais de ressentir en même temps que les autres quelque chose. Et progressivement, nos équipes de préparation ont le sentiment qu'elles sont vraiment unies, soudées. Il y a un sentiment d'unité qui est généré. Ce sentiment d'unité permet ensuite d'être très très fort
d'être très, très soudés lorsque on doit accueillir 300 personnes et qu'on n'a pas tout prévu dans le détail. Mais il y a cette cohésion qui est là et qui fait que ça se passe de façon magique et que l'intention qu'on porte les uns avec les autres forme cette architecture invisible où on a l'impression que c'est tout d'une grande fluidité, alors que c'est beaucoup de travail avant pour se faire confiance et pour trouver nos repères. C'est comme une équipe de sportifs qui fait ses gammes, qui s'entraîne et ensuite ça roule, ça coule, c'est juste plaisant et agréable. Mm. Et tu parles quand même de gros groupes. Tu as nommé 300, mais tu as dit aussi 1000 personnes tout à l'heure. Je veux dire, vous faites ça avec des groupes qui sont énormes. Alors, on fait ça avec des groupes importants. Alors, on les a pas tous 1000 dans une salle. Le plus gros dans une salle qu'on a pu faire, ça doit être 250, non plus que ça, 350. Et là, ça nécessite d'avoir des facilitateurs qui soient acquis à ces approches et qui rayonnent à leur tour. Et puis, par de proche en proche, il y a de l'énergie qui se communique. On utilise aussi beaucoup des réseaux de blogs pour que les personnes puissent être en lien les unes avec les autres, puissent communiquer, savoir ce que les autres font. Et l'outil numérique là nous aide beaucoup pour qu'il y ait du partage, de la circulation et que ça garde aussi des traces de nos échanges. Donc, cet usage du numérique peut être une aide, mais ça nécessite qu'on mobilise des experts qui nous aident pour être solides à nos côtés et partagent cette vision d'ouverture. L'idée, c'est véritablement de s'ouvrir les uns aux autres et puis de s'ouvrir aux technologies pour faire ensemble plus qu'on était capable de faire tout seul dans son coin. Je rappelle qu'on est présent sur un territoire qui est la France, mais également on est présent en Guyane, on est présent sur l'île de la Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique. Donc c'est très dispersé et on a besoin de maîtriser tous ces outils pour communiquer les uns avec les autres et pour que nos collègues qui sont éloignés se sentent unis et partagent les ressources et les avancées de tout le monde. Okay. Et d'ailleurs, tu évoques le rôle de facilitateur. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à son rôle en fonction de l'intelligence collective et aussi versus le rôle de coach ou le rôle de formateur plus traditionnel? Alors, c'est vrai que ces trois rôles peuvent être complémentaires, mais peuvent avoir des différences. Nous, on est dans une culture de formation au départ. Donc, nos formateurs sont des gens qui sont solides sur leur métier et qui sont en capacité de transmettre, de passionner des auditoires. Mais on voit qu'il y a de plus en plus une arrivée massive d'outils numériques. Et du coup, si nos formateurs se contentent de donner du savoir, ils vont être un peu comme le préposé au poste d'hier, en compétition avec un courriel quelque part. Et ils vont être en compétition tout simplement avec YouTube et puis Wikipédia. Et donc, c'est difficile d'être en compétition avec une encyclopédie et une télévision qui porte sur tous les sujets du monde. Donc, on demande à nos formateurs d'évoluer, de développer des postures. Alors, certains peuvent devenir des coachs, c'est-à-dire aider dans le cadre de contrats qui vont passer avec des individus et des équipes à travers de bonnes questions à faire progresser des collectifs. Donc, le coach, il rentre dans une logique de contractualisation par rapport à du développement de compétences individuelles, collectives, voire même organisationnelles. Le facilitateur, il va être une personne qui va être moins centrée sur le groupe ou le contrat, mais beaucoup plus sur les processus. Donc, il va être un garant des processus et faire en sorte que la ressource présente dans les groupes s'exprime à plein potentiel. Donc, ce qu'on cherche, c'est que nos facilitateurs soient capables de développer la capacité de dialogue, des méthodes de dialogue dans les groupes qui font que le savoir est à l'intérieur des groupes et des communautés, que ces facilitateurs soient finalement des personnes en capacité non pas de réguler des groupes, mais de donner des postures où chacun à son tour va se sentir facilitateur des autres. Et donc, nos facilitateurs, on attend qu'ils fassent grandir le communityship dont je parlais, ce sentiment de communautaire, cet apprentissage collaboratif. Et ça, c'est très important dans nos métiers parce qu'on travaille dans des collectivités en France qui sont en plein bouleversement, qui se regroupent, qui se transforment leur façon de travailler. Donc, ces facilitateurs doivent aider à la mise en place de
de groupe projet, de façon de fonctionner et d'apprendre ensemble. Et c'est parce qu'on apprend ensemble qu'on développe ce sentiment d'appartenance. Et parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance, eh bien, on est capable de développer de la résilience face aux transformations majeures qu'on observe aujourd'hui. Et tout ça, c'est ce qu'on rencontre dans le bouquin à travers les méthodes qu'on met en place effectivement et qu'on essaye de décrire bien pour que des gestionnaires puissent à leur tour se saisir de cela. C'est justement ce que j'allais dire, c'est que vos gestionnaires, vos managers qui participent à ces événements-là, quand ils retournent sur le terrain, qui sont avec leurs équipes, j'imagine qu'ils utilisent aussi ces approches plus facilitatrices pour susciter l'intelligence collective. Est-ce qu'ils s'approprient? Oui, tout à fait. Alors, il y a 4-5 ans, on a commencé à faire du co-développement professionnel, par exemple. Ouais. C'était très nouveau et c'était même un peu suspect. On se posait des questions. Notre direction se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se raconte? Et maintenant, c'est devenu partie prenante de notre offre de formation. De la même façon, on a lancé des World Café, des forums ouverts, des logiques d'histoire inspirantes, des accélérateurs de projets, des méthodes maïeutiques de questionnement, des méthodes projectives ou de rêve. Et toutes ces méthodes, eh bien, on les propose. Et quand les dirigeants les vivent à l'intérieur de notre institution ou auprès d'autres dirigeants et managers que nous formons, ben, ils sont touchés, quand ils sont exposés à ces approches et qu'ils voient une transformation pour eux, ils ont envie d'en savoir plus et ils testent par petits morceaux. Et progressivement, eh bien, on voit une culture se mettre en place et puis des envies, des appétences qui se réalisent. Donc les histoires inspirantes, par exemple, qui sont des protocoles assez précis qui permettent à des dirigeants de partager des expériences, mais qui évitent un mode débat où chacun a tout de suite envie de couper la parole et puis de dire « mais moi, chez moi, ça se passe comme ça ». Ça permet de développer des qualités d'écoute, des qualités collaboratives beaucoup plus fortes. Donc, ils nous racontent, ils nous disent « mais c'est vraiment intéressant ce que vous faites ». Et puis, on voit des réseaux professionnels. Hein, j'interviens avec une collègue sur un réseau de directeurs généraux. Ils ont vécu, il y a un an, un séminaire en intelligence collective à 250. Il n'y avait pas de consultant pour animer, mais c'était animé par un groupe que nous avions préparé à cela. Et ils ont adopté cette posture de facilitateur. Ils ont animé cette grande conférence. Et derrière, c'était très, très fort émotionnellement ce qu'ils avaient vécu. Ils disent, mais nous, on veut aller plus loin, on veut continuer. Et ils ont compris que c'était des façons de se former que d'organiser leurs propres événements, de construire par eux-mêmes leurs outils. Et c'est ça qu'on essaie de diffuser comme type de pratique. Et quel est ton ressenti à toi quand tu pratiques l'intelligence collective? Alors pour moi, c'est très difficile parce que j'ai un ego surdéveloppé, comme toute personne passionnée, je pense. J'ai envie de partager, de dire. Et donc, moi, ma difficulté, c'est de me mettre en retrait, de me taire et de laisser faire. Donc, c'est un propre apprentissage pour moi. Donc, c'est un chemin qui m'est difficile. Hein. C'est vraiment, c'est plus facile à écrire dans le bouquin que de le vivre vraiment. C'est toujours plus dur parce que j'ai l'impression de savoir, donc j'ai envie de dire. Donc, ce que je ressens, c'est un travail sur moi-même. Hein. Il faut se transformer si on veut transformer le monde. Hein. C'est un petit peu une phrase qu'on reprend de Gandhi et qu'on essaie de développer à travers ces pratiques. Et c'est difficile. Voilà, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est difficile. Et donc, c'est quand même un plaisir à chaque fois qu'on voit que des gens ont réussi à surmonter des étapes, à développer leurs propres pratiques, à copier, à imiter. On voit des imitations qui sont reprises, plus ou moins bien, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir quand il y a des choses qui se passent comme ça. Et puis de le partager. Puis au bout d'un moment, les équipes qui ont travaillé sur ces logiques d'intelligence collective, c'est devenu des amis, des vrais amis, parce qu'on est allé assez loin dans l'interconnaissance mutuelle. Et c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va imaginer? Comment on va faire pour pas tomber dans la routine et puis pour donner du plaisir, surprendre, donner envie, être plus efficient dans ce qu'on fait. Donc c'est vraiment du plaisir, mais beaucoup de travail aussi. Hein. Tout a l'air facile quand ça se passe bien, mais c'est beaucoup de travail en amont. J'ai toujours pensé que le doute, l'inconfort
et en même temps, la fierté, puis le plaisir et la satisfaction étaient les deux versants d'une même médaille au niveau de l'apprentissage. On ne pouvait pas vivre sans vivre un sans vivre l'autre. Alors, on progresse entre le doute et la satisfaction et la fierté. Oui, j'ai rencontré quelqu'un au Québec quand j'étais venu qui s'appelle Samantha Sled de Père Collab. Et puis, Oui. elle m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était d'être on the edge of learning. C'est-à-dire toujours dans on va essayer de se dépasser, peut-être que ça va rater, peut-être que ça va réussir, on est toujours sur le bord d'apprendre quelque chose. Et je trouve que ça, c'est très intéressant et il faut l'associer au pouvoir d'oser, de se donner le droit à l'erreur. Après, la difficulté de cette posture de doute, c'est quand on est face à des purs gestionnaires qui raisonnent plutôt par certitude. Mm. Donc, ça nécessite pour moi d'être un peu schizophrène, c'est-à-dire dans un certain type de situation, d'affirmer, d'être sûr, d'être voilà, très assertif. Et puis dans d'autres, quand je travaille plutôt avec les collègues, quand on met en place ce type de dispositif, de trouver une autre posture, d'être dans le doute, dans la fragilité. Et c'est pas facile de cultiver ces deux postures, hein. Mm. Mais c'est fécond. Oui. Et demain, qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton prochain pas? Qu'est-ce que tu désires accomplir par rapport à ça? Écoute, donc moi je suis animé de l'envie de participer un petit peu mieux, un petit peu plus à la démocratie dans laquelle je vis. C'est Mm. quelque chose de toujours très fragile. Donc je suis guidé par ça, le plus à l'endroit où je suis, de faire le moins mal possible, hein, je dirais, et ça sera déjà pas mal. De faire en sorte que les gens avec qui je travaille soient le plus heureux, le plus satisfait possible, progressent professionnellement, en espérant qu'à leur tour, ils puissent partager ce même état d'esprit auprès des collectivités territoriales, des clients pour lesquels on travaille. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis d'approfondir parce que le travail sur l'intelligence collective, c'est toujours remis en question, c'est toujours délicat. Et c'est cultiver ce doute. Peut-être cultiver aussi plus de sérénité, hein. Là, je viens d'avoir juste 50 ans. Tu Mm. vois pas ta vie pareille à 50 ans que quand tu es plus jeune, où tu veux tout transformer, aller très vite, très fort, pas faire attention aux autres. Donc, apprendre à faire plus attention aux autres. Peut-être même apprendre à faire plus attention à moi-même, hein. Je travaille beaucoup et du coup faire attention à moi pour faire plus attention aux autres. Voilà, c'est d'avancer de façon plus apaisée, peut-être plus de laisser se faire des erreurs sans fulminer, réagir, en disant pourquoi ils font comme ça alors que je sais faire. Donc, c'est ça, un travail sur soi, parce que toujours dans l'idée de se transformer soi-même pour transformer le monde, et puis d'essayer peut-être de formaliser d'autres idées, de poursuivre encore ce chemin. Mm. Écoute, le temps alloué à cette entrevue est écoulé, mais sincèrement, je tiens à te remercier pour ta participation à ce télésommet. C'est vraiment très, très apprécié. Et quelque part, tu me partages à travers tes doutes et à travers tes questionnements, je trouve que tu me partages aussi ta sagesse. Et non, vraiment, c'est intéressant parce que ça nous donne envie de progresser et d'aller plus loin. En tout cas, moi, j'aimerais vraiment en découvrir davantage sur vos réalisations. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui souhaiteraient en connaître davantage sur les travaux de Denis, je vous invite à consulter son blog où l'ensemble de ses travaux sont disponibles. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel et aussi à aller sur le site Apprendre ensemble, qui est un lieu, d'une certaine façon, d'intelligence collective, hein, Denis, où les gens sont invités à réfléchir sur la question de qu'est-ce que c'est qu'apprendre ensemble. Est-ce que tu veux préciser ou… Oui, si tu veux, quand je suis revenu du Québec dans le voyage que j'ai fait il y a 2 ans, j'ai eu envie de partager. Et donc, j'ai écrit un bouquin sur les communautés d'apprentissage, mais j'avais envie de partager. J'ai créé un site et puis une dynamique, hein. Je me suis installé 2 mois dans un café près de chez moi en disant à tous mes amis sur Facebook et LinkedIn, venez, je voudrais partager une expérience que j'ai eue. Et on a monté 20 groupes à travers le monde pour
pour co-apprendre. Et c'est 650 personnes qui se sont réunies. Et actuellement, cette démarche continue à exister. On est en train de préparer un hackathon et d'autres groupes d'apprentissage, de co-apprentissage, qui co-apprennent de façon gratuite, hors institution, en liberté, avec le plaisir de se retrouver. Donc voilà, c'est ce qui est un petit peu le fruit de ce site. En tout cas, pour les gens qui nous écoutent, si ça vous intéresse, de toute façon, sur l'invitation que je vous ai fait parvenir pour assister à cette entrevue, je vous ai mis les liens, donc sur le blog et sur le site Apprendre ensemble. J'ai aussi mis un lien sur le livre Management et intelligence collective, coécrit avec Céline Joly. Alors voilà, ben merci encore, Denis. Tout le monde, pour demeurer informé de nos activités, échanger et partager sur vos découvertes dans le cadre du Télésommet. Je vous invite bien sûr à aimer la page Facebook La Gestion Réinventée et aussi à joindre le groupe Facebook Réinventer la gestion Télésommet 2017. Alors, c'est un endroit où on va pouvoir échanger ensemble et partager. Denis, tu es le bienvenu, hein? Pour partager dans le cadre du Télésommet. Et évidemment, tout le monde, en prenant connaissance de vos courriels quotidiennement, vous allez pouvoir demeurer au courant des futures entrevues à venir. Alors, je vous remercie tout le monde pour votre intérêt à cette entrevue et pour le Télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir, en espérant vous retrouver dans le cadre de futures entrevues. Marie Côté, fondatrice de la gestion réinventée et auteure. Merci beaucoup. Merci encore, Denis. Merci, Marie.